YouTube. Donc, la dernière fois, si je reprends Game Design, voilà, je vais vous remontrer ce qu'on a fait la dernière fois. Qu'on réfléchisse à la suite. Un petit peu. Donc, la dernière fois, on a fait le phasing. Donc, on a les différentes phases du jeu, on a le séquençage, on a le tour par tour qui se fait ici. Et grosso modo, le tour par tour, il est infini. Et on a la condition de victoire qui avait été faite. La condition de victoire, en fait, c'était ça. On n'avait pas tout testé. On n'avait pas tout testé. On avait testé le fait qu'on ait un robot. Ouais, c'était ça. Si je reprends le test, c'est là où il faut qu'on rajoute un truc, hein, je pense. C'est que là, en fait, on a testé le fait qu'un robot touche une tour, donc ça c'est ok. Et on avait testé le fait qu'un robot défonce une tour entièrement. Donc, ce qui serait intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui se passe aussi pour vérifier qu'on a bien le même comportement. Ça serait, bah, par exemple, ça serait qu'un robot défonce un robot, par exemple. Ça pourrait être intéressant. Donc, on va faire la même chose. Sauf qu'en fait, au lieu de mettre un robot hit tower event, on va faire un robot hit robot event. Avec, on va mettre un robot ID. Allez, on avait fait qu'un seul robot. On va faire un robot. Alors, le robot ID là, on va faire un robot player A ID. Hein. Et donc on va faire maintenant un robot player B ID. Par contre, le robot player ID. Ah putain, il l'a pas modifié. Ok. Je reviens en arrière. Quand on fait un renommage sur le qui ne correspond pas au fichier source, ça modifie que localement dans le fichier. Donc ça c'est chiant. Donc on va le modifier ici. On va faire un robot player A ID. Et donc là ça modifie partout. Et donc je vais créer juste en dessous un robot player B. Voilà. Et donc si je reprends là, on a un robot player ID qui doit toucher un robot player B ID. Robot player B. Voilà, c'est ça. L'événement n'existe pas, donc on va le faire. On se rend compte que c'est quasiment tout le temps le même. C'est vrai que j'avais fait un attaqueur et un defender. J'avais fait un attaqueur et un des offensive et hitable en fait. J'avais fait attaqueur, defender, offensive, hitable et c'est vrai que tout ça, en fait, je devrais retirer ces deux événements là en fait. On va juste utiliser le hit event. On va exporter le hit event et on va l'utiliser. Je fais plein de trucs en même temps, je sais, je devrais pas, mais en fait, il est pas nécessaire.
faire comme ça. Ça, c'est pas mal. Donc, on veut toucher le robot plein de fois. Touch. On veut vérifier que le robot du player B... alors normalement il doit pas être égal à 0 parce que le robot il a moins de points de vie que la tour. Hein. Mais on va vérifier ça. De toute façon le test il va planter. On regarde les tests du début. Tu me diras, normalement je suis censé les résoudre de manière incrémentale les tests. Donc on va y aller tout doux en fait. Alors pareil, hein, quand je veux faire les baby steps avec mon nouveau système de scénario, on voit bien qu'il me suffit de mettre... Salut Satan, merci, c'est gentil. On voit bien qu'en fait, on a juste besoin de mettre les événements en enfin les événements, les étapes de test en commentaire, et ça fait le taf. Hein. Donc, je lance mes tests, parce que là j'ai modifié plein de trucs, je vais vérifier que mes tests d'avant fonctionnent et que ce nouveau test fonctionne. Donc là j'ai des problèmes. J'ai un problème. Sûrement parce que... ouais voilà. On veut vérifier... Là, on veut vérifier que mon robot est hitable aussi. C'est pour ça que je fais ce test, parce que aussi, est-ce que j'ai défini que mon robot était un composant hitable? Je suis pas sûr. Et donc, normalement, le robot, on avait dit qu'on lui mettait... j'en sais rien. Je lui mets 0 PV. Parce que je me souviens plus ce qu'on avait défini au niveau des robots. Ah. En fait, il est bien hitable, mais par contre, il a 50 PV. Il a 50 PV, le robot. Ok. Donc ça, c'est bon. Et mes autres tests fonctionnent. C'est cool. Je fais la suite. Là, non, ce qui est chiant, c'est que le linter, il me retire des virgules. Mais par contre, il me les rajoute pas une fois que je sauvegarde. Donc c'est un peu chiant. C'est dommage. Il y a sûrement un réglage au niveau du linter à faire. Donc, on veut vérifier que le player A, que le robot du joueur a comme référence le joueur. Oui. Ça me va bien. Ensuite, on veut vérifier que la... Ah, donc là, la tour. La tour, non. On veut vérifier que le player B a comme référence le player B. C'est pas déconnant. On teste ça. Oui. Ah, c'est le trailing coma qui... Est-ce que... Parce que là, si je mets ça, ça va gueuler en disant... Ouais. En fait, on n'a pas ce qu'il faut pour rajouter automatiquement les virgules. Ah, par contre, c'est les trailing coma. Trailing coma, ça m'emmerde. Est-ce que je le conserve ou pas? Je sais pas. On vérifie que le player A, il a comme référence le match. Oui, parce qu'il faut qu'on ait le match ID qui traîne. Ça, c'est OK.
Ça me fait penser justement par rapport au test précédent, là où je parlais du Simple Match Lobby, quand je crée un match, faudrait peut-être que je mette justement au niveau du match, de l'entité match, faudrait peut-être que je mette une entity ref vers le lobby. C'est-à-dire pour dire que le match appartient... le match a été créé, mais dans le contexte du Simple Match Lobby. Tout comme demain, je pourrais créer un match lié au tournoi Platinum mes couilles. Et donc ça me permettrait de récupérer son ID d'une manière un peu plus sympa. À voir. Ce que je fais peut-être déjà, hein, je sais plus. Et donc là, on teste le fait que le robot A touche le robot B. Donc on va vérifier que l'événement fonctionne. Oui. Bon, ça veut dire que je peux rajouter plein de fois. Je peux rajouter plein de fois les événements. Oui, ça passe. Et donc là, on va vérifier que notre robot, à la fin, que notre robot B est bien équipé d'un composant Hitable à 0 PV. Mais je pense qu'il aura pas 0 PV, je pense qu'il aura en dessous de ça. Parce qu'on fait des dégâts à 20, je crois. Ah, c'est ça, on est à 50, on est à moins 50 PV. Donc en fait, je vais tester que je le touche 3 fois, uniquement. Et normalement, il est censé avoir moins 10 en PV. C'est ça. Et normalement, derrière, sans... par rapport à l'Itable, quand on dit que quelque chose atteint 0 PV, on dit que l'attaquant a gagné, en fait. C'est l'attaquant qui gagne le match. Et vu qu'on a la référence du match au niveau de l'attaquant, c'est OK. Donc ça fonctionne. En fait, donc, là, on vient de tester les deux cas, les deux grands cas de victoire qui sont ici. On a la victoire de l'attaquant, grosso modo, quand le défenseur a soit son robot à 0 PV, soit sa tour à 0 PV. Enfin, 0 PV ou moins. Hein. Parce que si j'aurais mis, juste égal, si je retourne dans ma logique, c'est le hit system normalement. C'est le hit machine, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont la ref. Si je mets, si les hit points sont égales strictement à 0, on va voir que je vais avoir des tests qui vont planter, normalement. Voilà. J'ai mon test qui plante parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un moment plus de dégâts que le 0 PV, hein, grosso modo. Et donc on peut mettre un inférieur ou égal pour que ça puisse passer. Pareil, demain, on pourrait se dire qu'est-ce qui se passe quand on atteint les 0 PV ou quand on atteint 10 PV. Genre, on a l'entité qui s'est fait flinguer, qui est à l'agonie, et donc quand elle est à l'agonie, elle a... Enfin, quand on est en dessous de 50 PV max, par exemple, quand on est à moins de 50% de ses PV max, on est à l'agonie, donc on marche moins vite, on a moins de points d'action, on peut pas tenir des armes lourdes, enfin tout ce genre de délire. Mais ça, on le fait pas tout de suite. Ça on le fera éventuellement quand les joueurs nous demanderont de le faire. Parce que c'est pareil, déjà à terme, à moyen terme, j'espère, on va pouvoir s'équiper de un ou plusieurs boucliers, d'armes différentes, etc. Et j'aimerais par exemple que les boucliers puissent péter. Ou l'armure, hein, quand on va mettre du blindage. Parce que j'aimerais bien différencier le blindage du bouclier. Le bouclier, c'est le bouclier énergétique, hein, au sens le truc de vaisseau, bouclier répulsif, énergétique, tout ce qu'on veut. Et le blindage qui correspond à du blindage, quoi, des plaques de blindage. Et dans les deux cas,
Le bouclier, grosso modo, quand tu vas le défoncer, tu pourras... Enfin, ça c'est des réflexions qu'on pourra avoir en termes de gameplay. Le bouclier, quand on le défonce, devient de moins en moins efficace, et donc il va laisser passer au fur et à mesure des dégâts. Le blindage, lui, il encaisse les dégâts tant qu'il a de la structure, en fait. Il ne laisse pas passer. Sauf si on a des bordels perforants. Par exemple, le perforant n'abîme pas trop le blindage, mais par contre, ça passe au travers. Donc ça va atténuer légèrement les dégâts. Ça va faire un peu comme le bouclier. Faudrait le voir un peu comme ça. Et à la limite, ça va dépendre du type de munition. C'est là où je voudrais en venir. C'est si on utilise par exemple des armes à énergie sur du blindage, bah, le blindage va absorber les dégâts, mais par contre, il va réduire en puissance jusqu'au moment où il va s'éteindre. En fait, quand il a plus de puissance du tout, il s'éteint. Et le moyen aussi simple de détruire un bouclier, c'est de détruire le générateur de bouclier. Donc on pourrait s'équiper du petit générateur de bouclier et le défoncer en ciblant dessus. Comme ça, il n'y a plus du tout de bouclier, en fait. Et le blindage, si tu tires avec des armes perforantes, par exemple, et ben ça va traverser le blindage, ça va atténuer légèrement les dégâts de la balle perforante. Mais par contre, tu n'as pas le blindage. Alors que si tu tires avec quelque chose qui n'est pas perforant, ça va être le blindage qui va absorber entièrement les dégâts jusqu'au moment où le blindage sera détruit, en fait. Ce sera un peu l'idée. Mais ça, c'est pareil. Tout ça, c'est une réflexion sur la mécanique de gameplay des munitions, des types d'armes et des types de défense. Et on n'est pas obligé de faire ce que je viens de dire. Et donc, ça serait bien qu'on parle de ça à partir du moment où on commence à avoir un minimum de joueurs pour voir un peu eux ce qu'ils veulent, eux ce qu'ils voudraient voir dans le jeu. Parce que l'idée, c'est que si on peut s'équiper de différents types de blindage, enfin, faut imaginer qu'à la fin, t'as un Gundam qui a 3 boucliers et 15 plaques de blindage réparties un peu partout sur ses systèmes critiques ou tout ce qu'on veut. Et que, par exemple, on pourrait protéger le générateur de bouclier d'une plaque de blindage. Histoire d'être un colosse. Ah, c'est une idée, hein. Tout ça, c'est des idées. Il faut voir si ça intéresserait les joueurs. Parce que, je rappelle, à terme, moi, j'aimerais bien avoir un système où, en fait, on va pouvoir viser précisément ce qu'on veut toucher avec le robot ou avec la tour. On va pouvoir viser un composant particulier du robot, et donc j'aimerais bien représenter chaque équipement du robot comme une entité en soi qui peut être visée unitairement pour pouvoir faire des tactiques de combat vraiment avancées. On va se dire, bah tiens, moi, je vais focus les armes. Si je détruis les armes, le truc, il pourra pas se défendre. Si je vise son bouclier, bah, le truc, il aura une défense moindre. Si je vise directement le processeur central, ça compte comme dégâts. Enfin, c'est le processeur, le but du jeu, par exemple, ça sera pas de détruire le robot comme c'est pas le robot qui va avoir des gros points de structure. C'est le processeur central du robot qu'il faut flinguer, par exemple. Et si on a un super robot sniper qui fait des gros dégâts et qui arrive à défoncer le processeur central, sans abîmer le reste, et ben il va pouvoir looter tout le reste des équipements qui n'ont pas été endommagés. C'est un peu ce délire. Hein. Faut réfléchir un peu à tout ça, mais à terme, j'aimerais bien avoir ce genre de comportement dans le jeu. Mais on n'en est pas là. Ok. Donc là, j'ai testé. Alors, on va aussi tester que ça marche avec une tour. En fait, on va faire l'inverse. On va tester le fait qu'on ait une tour qui défonce un robot. Donc... donc ça sera un tower ID. D'ailleurs, au niveau de la tour, on va peut-être faire un renommage. Ça, c'était le player B. Hein. Et donc, on va faire la tour du joueur A.
Alors, donc la tour du joueur A, pardon. On veut qu'elle touche le robot du joueur B. D'accord? Alors pareil, on pourrait mettre des règles ici. Qu'est-ce qui se passe quand on... Parce que là, on pourrait le tester. C'est une question à se poser, ça. Est-ce qu'on autorise le friendly fire? Mais ça, c'est pareil. Est-ce qu'on le fait maintenant ou est-ce qu'on s'en fout? Alors, attendez, je mets un écran noir, là, ça me chatouille le pif. Je coupe le son vite fait. Enfin, j'atténue le son. Euh, Ouais. Est-ce que la règle, faudrait qu'on pense, je sais pas où est-ce qu'on va le... Faudrait que je mette un skip. J'aimerais bien mettre mes idées de gameplay au fur et à mesure que j'y pense. Ouais. Ouais. Skip. Et donc là, ce que j'aimerais faire, ça serait... Donc, skip. Donc, si c'est skip... Donc ça, c'est le cas où c'est non skip, plutôt. Et si c'est skip, en fait, je pique tout ça. Et juste avant, je fais un describe.skip. Comme ça. Et là, normalement, j'ai la... Oui, non, j'ai oublié de refermer. Ça. Voilà. Là, c'est bon. Donc comme ça, là, je fais un skip sur tout le scénario, en fait. Ça me va bien. Et donc comme ça, dans l'idée... alors, je vais faire un gros copier-coller. Et je vais rajouter, donc, à la toute fin, normalement. Voilà, je rajoute un trou pour mettre le skip. Donc je retire tout ça. Ça... c'est juste pour le noter, hein. C'est juste pour le noter. Donc tout ça, j'en veux pas. Là, on a l'événement. Donc là, au niveau du hit, en fait, je vais faire un... Je vais mettre 3 et je vais mettre un tiret. Friendly fire. Pourquoi ça gueule, là? Ouais. Oui, bah à la limite, je peux mettre l'événement en fait. Donc on aurait un tower A qui veut toucher le... Ah non, mais là, ça va planter, il va me manquer tous les prérequis. À la limite, je peux mettre les prérequis s'il y a besoin. Ah non, le truc, ok. Alors normalement, c'est surtout ça que je dois virer. Je dois mettre un undefined. Voilà, là c'est ok.
si je lance les tests, maintenant, je devrais avoir un scénario en skip. Ah, mais vu que j'ai pas de test dedans, il est pas vu. Il est pas vu. Ah bah si, il me suffit de mettre un scénario dedans, enfin un événement dedans. On va le tester. Vu qu'on est en skip, en fait, il sera jamais lancé. C'est juste qu'il y a besoin d'y avoir un test dedans pour qu'il soit affiché. Voilà. Et là, on a un en pending. Et comme ça, moi, ça me permet de créer quand je pense à des mécaniques de gameplay que je dois faire, mais que c'est pas le moment, de le faire, je peux le mettre ici. Ça, c'est cool. Et même là, je me rends compte que je peux mettre un peu plus de contexte ici. Donc, c'est Tower, Hit, Robot. Robot, Hit, Robot. C'est quoi? C'est là, c'est plutôt Robot Kill Tower. Là, c'est Robot Hit Tower uniquement. Tac. On a 4. Ok. Donc ça, c'est le 5. Ça, on pourra le tester. Ok. Ça sera intéressant pour le Friendly Fire. Pour moi, je suis OK pour qu'on l'active parce que demain, si on met en place des grenades ou des... J'en sais rien, des trucs qui ont du splash damage, là, quand... j'en sais rien, des shotguns ou des trucs comme ça peut être intéressant. Parce que si on se place mal, bah, c'est punitif. Alors... la tour qui tue le robot. Donc c'est la tour qui flingue le robot. Ça veut dire que je dois le mettre ici. Donc il faut que je crée... une tour. Donc on va faire une create tower event avec le player A. On va vérifier qu'on a une tour. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir au moins 0 PV en test. Là, j'y vais vénère. Hein. Salut Méo. Là, j'y vais de manière énervée. J'essaie de tout résoudre en une fois. Parce que normalement, le comportement... là, c'est pour tester un comportement... c'est pour tester une implème, en fait. Là, je fais un peu du test after. Pour vérifier que mon implème actuel réagit bien. Sur les différents cas que j'ai en tête. Et donc, si jamais on se rend compte qu'il y a des trucs à changer, ben, on changera. Et là, on veut la victoire. Ok. Donc, si je lance ce qu'il faut... Là, il y a un truc qui va pas. Il y a plusieurs trucs qui vont pas. Donc, la création... Tower... Oui, c'est parce que j'ai besoin de fournir... Ici, il faut que je mette la Tower A ID pour qu'il puisse être retrouvé.
Ça va mieux. Il y a encore des trucs qui vont pas. Donc... C'est... The Entity... Oui. C'est l'Entity Tower Player A. Il faut qu'il ait plutôt une Tower Player A au niveau du composant, en fait. Ça, c'est OK. Et là, on voit qu'actuellement, le robot, il est à 35 PV. Il n'est pas à 0 PV, donc il faut le toucher plus, en fait. Donc on lui envoie des événements dans la gueule pour lui faire perdre du PV. Je en rajoute deux de plus. On va voir combien de PV il a maintenant. Il a 25 PV, donc on voit bien que la tour, en fait, elle a une capacité de défense qui est beaucoup moindre que le robot. Il faut le toucher beaucoup plus. Donc c'est là, au niveau de l'équilibrage, il va falloir qu'on fasse attention. Il va falloir qu'on fasse bien gaffe au niveau de l'équilibrage, parce que là, actuellement, il a encore 5 PV, le bordel. Ça veut dire qu'on se rend compte que pour qu'une tour puisse flinguer un robot qui l'attaque, on voit bien qu'on est inégal. Hein. C'est-à-dire qu'on laisser sa tour tout seul dans le jeu, c'est dangereux. Hein, parce que, en fait, en 3 tours de robot, tu peux flinguer la tour. Et la tour, en fait, pour se défendre et flinguer le robot, elle a besoin de 4, 6, 8. Elle a besoin de 10 tours, en fait. Donc on a un ratio de plus de 1 sur 3. Et donc ça veut dire que quand on a un robot qui s'est barré loin et qu'on a le robot, l'adversaire qui vient dégommer notre tour, la tactique, ça serait de très vite ramener le robot pour le défoncer. Tout en sachant que pour défoncer un robot... Alors, ça c'est la tour... Non, ça c'est la tour qui flingue le robot. Non, ça c'est le robot qui flingue le robot, c'est en 3 tours. Je dis des bêtises. Mais par contre, c'est pour flinguer la tour, pour que le robot flingue la tour, c'est en 5 tours. Donc en fait, on a un ratio de 1 sur 2. Bah après, c'est à voir, mais justement, dans les mécaniques de gameplay, d'équilibrage. Surtout que plus tard, on va avoir les boucliers, les armes différentes. C'est-à-dire que là, au tout début du jeu, la tour, elle est cheap et le robot est fort. En fait, c'est un peu le délire. Mais imaginons plus tard, tu vas avoir une tactique hyper défensive où grosso modo, le robot est un peu fufu et il va juste toucher la tour adverse pour le dégommer un petit peu, mais après il va se cacher. Et toi, par contre, c'est ta tour qui a toute la capacité d'attaque et de défense. Genre la tour, c'est un colosse, tu vois, tu peux pas la défoncer. Ou alors la tour, elle a énormément de défense en termes de défense bouclier et tout ça. Et elle a pas de munitions, enfin elle a pas d'armes en fait. Elle peut pas se défendre. Enfin elle peut pas contre-attaquer. C'est compliqué de dire qu'elle peut pas se défendre parce qu'elle a des moyens de défense. C'est différent. Et c'est trop fort. C'est trop fort. En fait là, on est en train de, en mettant en place les règles, on est en train de s'ouvrir les chakras sur les futures règles de gameplay. Et ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer surtout si on se rend compte qu'à l'avenir, on peut rajouter des règles de gameplay assez facilement en fait. Et je dis ça, je suis pas un gros tacticien. Hein. Je suis pas un gros joueur de jeux de stratégie et tout ça. J'y vais. Là, je te donne des tactiques des tactiques de gamin, quoi. Je veux dire, j'y vais soft en termes de réflexion et je suis sûr qu'on peut faire des trucs encore plus pétés, quoi. Donc en tout cas, là, on arrive à prouver que qu'une tour peut flinguer un robot quand même. C'est juste que ça prend du temps, ça prend 10 tours. Donc ça, c'est cool. Ce qui serait bien aussi, c'est de prouver que... Donc on a testé qu'un robot peut flinguer... Alors, est-ce qu'une tour peut flinguer une tour? Ouais, ça serait bien qu'on le teste, ce truc-là. C'est complètement débile, mais en fait, on n'est pas à l'abri. Comme je disais, on va faire un placement aléatoire. Enfin, le placement n'est pas aléatoire sur la map. Hein. Je rappelle, hein, la règle de gameplay qu'on se disait, c'était un peu... c'est pas du jeu d'échecs, mais...
C'est un peu le jeu de la bataille navale, sauf qu'on le découvre au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, au début du jeu, on voit le plateau de jeu. Alors là, j'ai fait un plateau au hasard, hein, j'ai pas compté le nombre de carrés que je veux mettre. Ça, et même le plateau de jeu sera réglable en termes de config, hein. Donc par rapport à l'équilibrage du jeu, on pourra faire un plateau de jeu plus ou moins grand. C'est un peu l'idée. Euh, et même plus tard, le plateau de jeu comportera peut-être d'autres assets que le robot et la tour de défense, hein. Il y aura peut-être des bâtiments, on fera peut-être de la 3D, enfin, on verra. Enfin, d'un plateau sur plusieurs niveaux, enfin bref. Ça, c'est du détail. Ah, du détail. On n'en est pas là, quoi. On commence petit kiki pour commencer. Mais grosso modo, pendant la phase de préparation du jeu, on va faire... pour le moment, la phase de préparation, c'est on prépare toutes les assets et tout ça au niveau serveur, mais au niveau du joueur, il se passe rien. Plus tard, on va mettre un timer de préparation aux 2 joueurs durant cette phase de préparation, et les joueurs vont pouvoir s'amuser à équiper, déséquiper, faire du craft au niveau de leur robot. Mais pour le moment, c'est pas fait. Pour le moment, on le fait pas. Mais plus tard, on mettra un timer, hein, là-dessus, et on leur donnera la possibilité de gérer leur équipement. Ensuite, il y a la phase de placement, et en fait, on voit bien que la phase de placement, on a le placement de la tour, le placement du robot, au niveau du plateau. Mais pour le joueur adverse, il va falloir qu'on mette en place un système de brouillard de guerre, où en fait, le joueur, tant qu'il a rien placé, il voit pas le contenu du plateau. Et donc, on pourrait avoir une situation où en fait, le joueur, enfin, les 2 joueurs vont placer la tour quasiment au même endroit, en fait. Si je représente la tour, on aurait une tour, genre... on pourrait avoir ce genre de situation, en fait. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. On pourrait avoir ce genre de situation-là, en fait. C'est-à-dire que le jeu démarre comme ça. Et on se rend compte que là, pour le joueur bleu, c'est la merde. Le joueur bleu, là, il a les fesses qui font bravo, parce que son robot, il est à Bagdad. Et on a le robot et la tour qui peuvent flinguer la tour du mec, la tour du bleu, quoi. Donc, grosso modo, ça pue. Ça pue, mais aussi, c'est le jeu de l'aléatoire. Enfin, c'est pas le jeu de l'aléatoire, c'est le jeu de la tactique. C'est-à-dire quand on sait qu'on est le joueur A ou quand on sait qu'on est le premier joueur ou qu'on sait qu'on est le deuxième joueur, par convention, on sait que grosso modo, en général, le joueur A aura peut-être tendance à se placer ici. Enfin, il faudra voir au niveau des statistiques, justement, ça sera intéressant. Mais grosso modo, en fonction de notre point de vue, on peut dire je suis le bon. Donc le bon est en haut, le mauvais est en bas. Donc je suis moi, enfin je suis le bon. Enfin, peu importe notre système de valeurs, c'est-à-dire je suis en haut, le bon est en haut, c'est-à-dire moi, je suis forcément bon, et le mauvais est en bas, ou alors le bon il est à gauche et le mauvais est à droite, ou inversement en fait. Et donc on se rend compte que quand les mecs ils auront pas le même système de valeurs et qu'ils vont se placer, en fait on peut se rendre compte qu'on pourrait se placer n'importe où. Et c'est ça que je trouve assez rigolo, c'est qu'en fait dès le placement, il y a de la tactique à avoir. C'est ça qui me fait marrer. C'est ça qui me fait marrer, et ça peut conditionner le jeu. Ça peut conditionner grandement la victoire, surtout au début. Et je trouve ça trop fort. Je trouve ça trop fort. Bah, il y a une art d'aléatoire parce que tu ne connais pas ce que va faire l'adversaire. Mais ça, tu le sais aussi au niveau du tour par tour. Enfin, dans tous les combats, tu joues au jeu d'échecs. Tout est question de probabilité. C'est-à-dire, est-ce que le mec est très bon? Est-ce que le mec, il connaît la manœuvre de mes genoux ou pas? Est-ce qu'il va l'utiliser ou pas? Est-ce que en face de lui, il a un joueur compétent ou pas? Et donc, est-ce qu'il y a plus ou moins de propriété de jouer telle ou telle manœuvre, tu vois? Et, et voilà, bien sûr, c'est de l'aléatoire, puisque tu ne sais pas ce que le mec va jouer dans... Enfin, tu n'es pas dans la tête de l'autre, en fait. Donc oui, t'as de l'aléatoire, mais c'est de l'aléatoire au sens compétition, c'est comme un match de foot. Un match de foot, quand t'as Ronaldinho qui t'arrive devant la gueule, et toi, t'as jamais joué au foot, bon bah le mec, grosso modo, 10 mètres avant toi, parce que toi t'es déjà essoufflé et tout ça, le mec, il va pas s'amuser à te dribbler devant ta gueule. Il va t'esquiver, quoi, gentiment, en te regardant en mode...
Je suis désolé, mais je vais pas m'amuser à te dribbler, mon gars, tu vois. J'ai pas que ça à foutre. J'ai des buts à marquer. Par contre, quand t'as un Ronaldinho qui se retrouve face à, j'en sais rien, tu vois, un Zidane qui lui court sur la gueule en mode énervé, et puis en plus, il y a un Italien qui vient de lui casser les couilles, tu vois. Zidane, il est chaud, tu vois. Bon, bah, il y a une chance que Ronaldinho n'a pas d'autre choix en termes de probabilité que d'essayer de le dribbler, en fait. Tu vois. Mais ça n'empêche pas que Zidane n'est pas dans la tête de Ronaldinho et inversement. Tu vois. Et tu sais pas comment Zidane va réagir face à un dribble et tout ça, quoi. Bon, il y a de grandes chances qu'il foute un coup de boule, mais ça, c'est un autre débat, tu vois. Mais sinon, enfin, t'as plus de sport. En fait, le sport, c'est de l'aléatoire aussi. Tu sais, quand tu fais une feinte, quand tu fais un effet de merde, tu sais, quand tu joues au ping-pong et que tu fais un effet sur ta balle de merde, quand t'es un bon joueur, t'as des fortes probabilités d'avoir ce genre de truc, tu vois. Mais voilà. C'est toute la joie de la tactique, hein. Grosso modo, la tactique est construite sur l'aléatoire. Mais par contre, tu n'as que l'aléatoire. Tu ne mets pas d'autres aléatoires, en fait. C'est ça que je trouve important, c'est que tu mets l'aléatoire entre joueurs, c'est-à-dire les tactiques, les stratégies qu'ont les joueurs. Mais par contre, tu ne mets pas d'aléatoire sur les probabilités de touche. Tu sais, en fonction des statistiques du robot, du bordel, tu dis pas le robot à 20 mètres de distance, il a une chance sur 3 de toucher quand on vise la tour. Tu vois, ça, je veux pas. C'est-à-dire quand le robot vise la tour, s'il est à portée, il touche. En fait, c'est ça que je veux faire. C'est comme les échecs, c'est comme n'importe quel truc. Tu n'as pas, tu sais, c'est comme si quand tu joues au foot, tu tires dans le goal, tu tires le ballon dans le goal. Et quand le ballon arrive au niveau du goal, en fait, il y a personne qui touche la balle. En fait, la balle s'arrête et puis t'as le gardien de but qui sort 2 dés. Il lance les 2 dés. Ah bah non, il y a pas but, tu vois. Donc c'est pas réaliste. Ouais, pour le moment, j'ai pas de système de visée, mais grosso modo, le système de visée, si tu cliques sur le quand le mec, ça va être son tour de tirer et qui clique sur une tour, sur la tour de l'adversaire, grosso modo, on envoie l'événement que la tour a été touchée. Voilà. Il n'y a pas de probabilité. On met pas de probabilité sur le tir. Le mec, il vise, il tire, ça touche, et puis voilà, quoi. Parce on veut que d'un point de vue tactique, ce soit sûr, cet aspect-là. Vu que c'est du sport, on veut pas mettre du random là-dessus, en fait. C'est là où je veux en venir. Après, ça dépend. Si les joueurs ils demandent ça, on peut le faire, hein. C'est-à-dire que moi là sur le kill, enfin sur le hit derrière, moi je rajouterais le fait qu'on ait un random, une probabilité random qui dépend du skill de la tour, du système de visée, du niveau, enfin de tout ce qu'on veut. Et on rajoute un système de proba avec un lancer de dés et on fait un fake. C'est ce que disait Mike sur pas mal de ses vidéos, sur un lancer de dés ou sur une date ou un machin. Au lieu de faire un random de 1 à 10, bah non, tu vas faire un random. Enfin, tu vas faire un lancer de dés pipés, en fait. Dans les cadres de tes tests, hein, bien sûr. En clean architecture, ton lancer de dés, c'est pas un random que tu mets dans le code métier. C'est tu fais une implémentation d'un faux dé et tu lui dis, bon, je lance mon dé, mais bon, on va partir du postulat que dans mon test, le dé va me recracher 6, en fait. Et en prod, par contre, tu ne mets pas un dé pipé, tu mets pas des dés pipés dans la prod, ou alors t'es un connard, tu vois. Ça après, t'as l'aspect moral. T'as l'aspect moral à gérer dans tout ça, tu vois. Rien ne te l'empêcherait de le faire. Mais par contre, c'est-à-dire qu'en fait, tu pourrais revendre des dépipés. En fait, tu sais, tu fais des probas et tu vends des dépipés à certains joueurs. Est-ce que vous voulez plus de probabilité de gagner? Ouais, ok, bah je vous vends des dépipés, tu vois. Enfoiré. Mais sinon, tu mets une implémentation d'un vrai dé. Tu mets un vrai dé qui fait un vrai random avec une probabilité égale d'obtenir un résultat de 0 à 100, enfin de 0 à 99, peu importe, ou de 1 à 100. Et t'as une probabilité égale d'obtenir 1 ou 100, en fait.
ou 50, ou 25, ou machin. Enfin, tu vois, t'as vraiment une chance sur 100 d'obtenir un résultat. C'est ça, on doit pouvoir tester avec les valeurs connues. Mais t'imagines, enfin, tu as dans des jeux des systèmes où les mecs ils mettent des dés pipés et tout ça. Tu les as, hein, tu regardes le jeu que j'avais bien aimé regarder les gens jouer à ça, c'était Kingdom Come Deliverance, un truc comme ça. C'est une espèce de simulation de jeu médiéval pour ceux qui connaissent pas. Et donc c'est un RPG hein, dans le médiéval. Dans ce jeu-là, en fait, tu as des mini-jeux où tu peux jouer au bar avec des mecs au dés. En fait, c'est un espèce de Yamsé avec des dés. Et en fait, tu peux voler dans la rue des mecs qui ont dans leur inventaire des dés pipés avec différents types d'effets sur le dé. Donc, tu as des dés, par exemple, qui vont avoir une probabilité de faire des chiffres élevés plus importantes. Tu as des dés qui vont toujours faire 12. Tu as des dés qui vont toujours faire 0. Tu as des dés, le chiffre 1 ne sortira jamais, etc., etc. Et donc, tu peux, en volant les mecs dans le jeu, en fait, tu peux gruger le jeu et te faire de la thune en tant que joueur, en tant que jeu de rôle où tu es un joueur filou, en fait. Et donc, tu vas gagner beaucoup de jeux de dés et tu vas te faire de la tunasse dans le jeu. Non pas en volant, non pas en étant un héros, non pas en étant je sais pas quoi, mais en étant juste un joueur, un joueur chien de la casse, tu vois. C'est trop fort, c'est trop fort. Pour des mecs qui veulent jouer un connard, tu joues le rôle du mec qui gruge au jeu, tu vois. C'est toute la puissance du jeu de rôle. C'est de jouer à la fois le mauvais Enfin, tu peux jouer un mauvais, tu peux jouer un gentil, tu peux jouer tous les niveaux de gris que tu veux. C'est assez rigolo, quoi. Ouais, c'est ça, ils ont implémenté la triche. Ils ont implémenté la triche dans le jeu. Je trouve ça génial. Mais nous, dans le cadre d'un jeu e-sport, on va pas... Enfin, sinon, on serait vraiment des connards, t'imagines? Ouais, vous êtes 10 000 joueurs parmi nous, mais nous, on veut se faire encore plus de pognon, donc on propose à certains joueurs de vous vendre sous le manteau des dépipés. C'est-à-dire de vous donner un avantage par rapport à d'autres joueurs. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Enfin, si. Ça va, éventuellement, ça pourrait marcher un temps, mais avec le bouche à oreille, le truc, il va se savoir enfin, puis c'est pas éthique. Dans le monde voilà, dans le monde de l'e-sport, t'es pas éthique en faisant ça, quoi. Mais à se poser la question, est-ce que t'as pas des jeux où les mecs proposeraient ça? Tu vois, ça serait rigolo, quoi. Dans le monde de l'éthique du sport et tout, quoi. C'est comme si, tiens, imaginons, tu fais un jeu de course cycliste et tu proposes dans la gestion de ton équipe, de tout ce que tu veux, tu peux acheter, en début de match, tu peux acheter de la dope. Tu vois, tu peux te doper en début de jeu, en début de circuit. Tu vois, c'est... pourquoi pas? Ça fait partie du monde du cyclisme, hein. Par contre, tu sais, t'as une chance sur 100 de crever. Tu sais, imaginons, t'as une chance sur 100 pendant la course de faire un arrêt cardiaque en utilisant un système de dope. Et t'as aussi une chance sur 2 de te faire disqualifier parce que tu aurais été... Mais pareil, tu sais, tu joues avec du random. Mais c'est rigolo. Ça serait une feature à mettre dans les jeux de sport, tu sais, de tricher, en fait. Est-ce que vous voulez tricher? Et c'est là où tu retrouves tous les cheat-codes, en fait. C'est-à-dire que moi, nous, c'est un moment où on voudrait s'amuser à faire des tournois de triche. En fait, on pourrait s'amuser à faire des tournois de tricheurs, en fait, où tu actives des fonctionnalités de triche pour donner un gameplay différent. Mais enfin, je suis d'accord avec toi, dans le cadre d'un e-sport, c'est pas intéressant. Enfin, il n'y a pas de gain ni pour les joueurs, enfin, pour la moralité, pour avoir de plus en plus de joueurs et tout ça. D'un point de vue image de l'organisation qui organise les tournois e-sport, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus négatif de proposer des systèmes de triche que de ne pas en proposer, justement, et de dire on est contre la triche. Limite, notre code source, il est ouvert. Vous voyez, il y a aucun random, il y a aucune mise en avantage d'un joueur à un autre. On ne fait pas de règles différentes en fonction des joueurs, etc., etc. Tu vois, ça peut être une preuve
pour montrer que tu essayes de bien faire. Et si un jour tu as fait une erreur et que tu t'es rendu compte, que quelqu'un te dit que tu as avantagé un joueur ou un truc comme ça, sans vouloir, enfin de manière involontaire, t'as pas fait gaffe à la règle de gestion, les gens vont pouvoir te remonter que tu as fait de la merde. Et tu pourras faire un fixe pour annuler, pour contrecarrer cet aspect-là et donc retirer la feature et compagnie, quoi. C'est rigolo. Ok. Donc là, on a fait donc le Friendly Fire, je le ferai après. On a fait la tour qui flingue le robot. On a fait le robot qui flingue le robot. Ouais, on avait dit qu'on ferait la tour qui flingue la tour. C'est vrai. Bah, normalement, ça devrait marcher, mais on va le tester quand même. On n'est pas à l'abri, j'en sais rien, hein. Moi, c'est mes règles du jeu. C'est mes règles du jeu de base, en fait. Donc je veux m'assurer que ce soit le cas. Par contre, plus tard, c'est ce que je disais, t'étais pas encore arrivé, mais quand on aura plusieurs équipements au niveau d'un robot, un robot à la fin ne sera pas. L'entité robot n'existera quasiment pas à terme. C'est qu'en fait, on aura. Le robot est composé de pièces. Il aura des bras, des jambes. Enfin, des bras, des jambes si on le fait humanoïde, mais en tout cas, il aura un système de déplacement. Il aura un système de points d'emport d'armes, enfin un système d'armes, grosso modo. Il aura peut-être une batterie, il aura peut-être un processeur central. Et pareil pour la tour. La tour aura des composants, machin. Il y aura des boucliers, il y aura du blindage, du machin. Et en fait, la condition de victoire, par exemple, au lieu qu'on ait tout le robot qui atteint 0 PV, c'est plutôt le processeur central qu'on va devoir flinguer. Et donc, toute la stratégie, c'est de savoir protéger le processeur central, savoir défendre le processeur central du robot et de la tour, avec des moyens de défense et d'attaque, en fait. C'est un peu l'idée, quoi. Mais je dis ça, on n'en est pas là pour le moment, en fait. On n'en est pas du tout là. Donc ça va se faire plus tard. Au début, on a un gros robot. Le gros robot fait des dégâts. Le gros robot a des PV. C'est déjà très bien. Et après, on va rentrer dans le détail une fois que le jeu sera déjà disponible dans la version minimale, on va dire. La version de démarrage. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ouais, donc là, c'était la tower qui flingue la tour. Tower, kill tower. Ça, on teste, hein. Mais pour moi, là, le système de damaging, le système de hit, en fait, il fonctionne peu importe l'entité. À partir du moment où l'entité est hitable et où... c'était quoi l'autre c'est des damages, là. Enfin, je sais plus. Je sais plus. D'ailleurs, on n'a pas testé que les entités font des dommages. J'avais mis quoi, moi, comme composant? Il y a hitable. Je l'ai mis où? Je l'ai mis au tout début, peut-être? Je sais plus. C'est où j'ai mis le... Je l'ai peut-être laissé dans le hit system. Non. Offensive. Bah, je le vois pas dans les composants. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, attends. On va regarder au niveau de de mon life cycle, déjà. Le life cycle, il est là. Donc quand je crée un robot, voilà, create robot entity. Ouais, j'ai un composant offensive. Et le composant offensive, ah bah il est là-haut, en fait. Donc il est bien dans le hit system. Donc ça me va pas. J'avais pas terminé le dev à ce niveau-là. On va le bouger là. On va le transformer en composant ce truc. Tac. Enfin, c'est déjà un composant, mais on va le mettre dans un dossier composant, quoi. Donc voilà, c'est offensive.
Et donc le offensive, on va le mettre dans le dossier composant. Voilà. Nickel. C'est pareil, au niveau des armes, je vais pas m'amuser à mettre des... au niveau des dégâts, hein, je vais pas m'amuser à mettre des dégâts de type le truc qui fait entre 5 et 10 points de dégâts. Parce que pareil, je serai obligé après de faire un lancer de dés, un random, pour choisir le dégât précis. Par contre, on va mettre en place à terme, quand on aura de l'atténuation, de la distance, de la portée, on va mettre en place de la physique. Parce que grosso modo, d'un point de vue balistique, je dis ça, je me suis renseigné un peu. Comme je disais, j'ai mon beau-père qui est un ancien commissaire de police, et qui bosse dans un stand de tir. Enfin, il bosse et il est dans une association de stand de tir. Donc, si tu veux, on en parle, si tu veux. Donc, la balistique, normalement, quand tu tires une balle, tu as une portée effective d'une balle, c'est-à-dire la balle, grosso modo, c'est la portée, enfin, c'est comme ça que je l'appelle, hein, j'ai pas les termes, hein, je suis pas un expert de la balistique, mais grosso modo, y a une portée effective où la balle va avoir l'entièreté de sa capacité de dégâts, grosso modo, parce qu'elle n'est pas freinée par le vent, par tout ce que tu veux. Et donc, jusqu'à une certaine distance, ça va faire 100% de dégâts. Et en fait, plus après on va tirer loin, plus on aura une capacité de tirer, plus on veut tirer loin le truc, plus la puissance de la balle va baisser, en fait. Parce que la balle va être légèrement freinée sur la distance. Et en plus de ça, en fonction de ce qu'on va toucher, comme je disais tout à l'heure, il y aura des boucliers, il y aura du blindage et tout le merdier, en fait. Si on a une balle perforante, ou si on a une balle classique, balle creuse, je crois, on appelle ça. La balle creuse, ça fait énormément de dégâts. C'est-à-dire, ça tape fort, mais par contre, ça tape fort là où ça rentre, en fait. Ça tape fort à l'endroit où ça rentre. Donc, par exemple, ça peut faire beaucoup de dégâts à du blindage, mais par contre, ça traversera jamais le blindage, en fait. Alors, par contre, une balle perforante, ça va traverser le blindage, parce qu'elle est perforante, mais en traversant le blindage, la balle est freinée, elle est fortement freinée, donc elle traverse le blindage, mais elle fait moins mal, en fait. Ça reste une balle, si vous voulez. Quand je dis tout ça, je sais pas s'il y a des gamins et tout ça, ou même des adultes qui réfléchissent pas assez, vous amusez pas à vous tirer dessus, quoi. Testez pas ça, hein. Testez pas ça sur vous. Mais grosso modo, ça a été prouvé que voilà, quand t'as une balle qui traverse un blindage, en fait, elle va perdre, j'en sais rien, on peut partir d'un postulat qu'elle perdrait 50% de sa puissance. Donc, enfin, on va dire, si je mets cette règle au niveau du jeu, c'est-à-dire je fais pas l'établissement des dégâts, je vais pas dire la balle fait entre 5 et 10 points de dégâts, je vais dire non. Si la balle, elle fait 10 points de dégâts à l'air libre, mais que j'ai touché le robot au niveau de son blindage, en fait, je vais traverser le blindage et je vais retirer peut-être un PV au niveau du blindage. Mais par contre, je vais traverser le blindage et je vais atteindre quelque chose derrière. Et ce que je vais toucher derrière, enfin même ça va tout traverser, en fait. Il faut voir ça comme ça. La balle perforante traverse tout, mais par contre, ça va donner un peu de dégâts sur tout, en fait. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc la balle perforante va traverser et va donner un PV sur tout ce qu'elle aura traversé jusqu'à ce qu'elle ait plus de capacité de PV, en fait. Ça sera un peu l'idée. Et ça, c'est une mécanique de gameplay, il faut qu'on en discute. Je dis pas que c'est comme ça qu'on va le faire. C'est ça, c'est exactement ce que tu dis, Méo. En fait, tu vas affaiblir le blindage. Mais c'est pareil, on pourrait dire éventuellement le bouclier. Le bouclier marche très bien contre les armes énergétiques parce que le bouclier marche très bien sur les choses qui ont une très forte vélocité. Et les armes à énergie, c'est de la lumière. Les armes à énergie, c'est du photon, du machin, ça va très vite.
grosso modo. Et donc, pour un bouclier, grosso modo, ça serait un espèce de champ de force qui dit que plus un machin va vite, plus le bouclier est efficace. Et plus la balle est lente, plus le projectile est lent, moins le bouclier est efficace parce qu'il va le laisser passer au travers, tu vois. Ça peut être une logique, hein. Je dis pas que ça existe. De toute façon, un bouclier, ça n'existe pas hein, aujourd'hui. Hein. Enfin, du bouclier énergétique, ça n'existe pas dans notre... à date. Donc voilà, ouais. Non, mais imaginons tu fais un robot qui balance des grenades, par exemple. Et la grenade explose en traversant le bouclier. Tu traverses le bouclier et ça te pète au niveau du torse. Et ton bouclier, il te protégeait à 1 mètre devant toi. Et bah, grosso modo, je sais pas s'il y en a qui ont déjà regardé Stargate, mais dans Stargate, t'avais ça en fait. Les mecs, ils tiraient, t'avais les Goa'uld ou je sais pas quoi, ils ont leur bouclier de dieu Goa'uld. Les mecs, ils tirent avec les flingues, ils tirent avec les lances Goa'uld. Le bouclier, il protège tout. Et tout d'un coup, j'en sais rien, t'as Tilk qui vient vers le dieu, il lui donne une grosse patate dans la gueule. Et là, le dieu, il est séché, tu vois. Avec un arc, voilà, avec un arc. Je sais plus comment, mais grosso modo, le bouclier fonctionne très bien sur les choses qui ont beaucoup de vélocité, mais dès qu'on n'a pas de vélocité, en fait, le bouclier, il laisse passer. Et donc, par exemple, on pourrait faire des robots qui font du dégât au corps à corps, par exemple. C'est-à-dire que tout ce qui est arme à projectile, ça va marcher. Par contre, dès qu'on passe en corps à corps ou dès qu'on passe en mode projectile lent, mais qui fait des dégâts quand même, bah ça passera, en fait. Enfin, tu vois, il y a tout un délire. Et ça, c'est pareil, on est dans des règles de gameplay. On est en train de s'ouvrir les chakras, là. On n'est pas sur un truc qui va être disponible dès la V1, quoi. Par contre, ça donne envie, tu vois. Quand t'en parles, tu fais ah putain, ça serait bien de mettre en place ce genre de truc. Donc c'est cool. Bon, par contre, ça ne nous fait pas avancer du tout, hein, tout ça. Ça nous fait pas avancer, mais en même temps, bon, on est là pour apprendre. Puis c'est bien de parler des mécaniques de gameplay. Ah, franchement, j'aimerais bien parler avec des mecs enfin, des game designers qui pensent à ce genre de règles tous les jours. C'est passionnant, hein, quand tu y réfléchis, hein. Les mecs qui sont game designers et qui pensent aux mécaniques de gameplay à mettre dans le jeu. Bon, alors, le système de dégâts, on fait comment? Je pense que t'as des mecs, des fois, ils doivent élaborer des systèmes des systèmes de gameplay qui sont totalement dingues, hein. Et après, les mecs, ils sont juste limités par le framework sur lequel ils bossent, tu vois, au niveau et comment les équipes de développement peuvent implémenter une mécanique de gameplay plus ou moins rapidement dans le jeu en fonction des impératifs du projet, quoi. Enfin, grosso modo, la commande, en général, c'est la commande que fait l'éditeur au studio de dev. L'éditeur a un budget, etc., quoi. Pour ceux qui connaissent pas, qui s'intéressent à ce genre de choses, comment ça marche dans le métier du jeu, je regarde de temps en temps Gags. J'aime bien ce qu'il fait. C'est un game designer, streamer, YouTuber français qui fait des vidéos sur on va dire l'actualité du jeu vidéo. Et vu qu'il est aussi game designer de métier, il explique aussi un peu c'est quoi les métiers du jeu vidéo et il partage son expérience de game designer sur les créations de jeux, justement. Et les déboires, les déboires qu'on rencontre aussi quand tu crées des jeux. En grosso modo, on te fout la pression sur les commandes, t'as le crunch, t'as le bordel. C'est super intéressant. Donc je reviens sur mes tests. Sur mes tests de hit, là, je devais faire... j'avais pas terminé, parce que là j'ai fait juste un copier-coller. Je voulais faire la tour qui flingue la tour. Donc, on y va. Donc, la tour du joueur A veut toucher la tour du joueur B. Ah non, je vais faire l'inverse pour tester, parce que, et ça se trouve, j'ai mis le joueur A en dur dans mon code. Donc, on va faire la tour du joueur B veut flinguer la tour du joueur A. D'accord? Pour changer. Donc, on a besoin de la tour du joueur B sur les ID. On veut créer 2 tours au lieu de créer une tour et un robot. Voilà.
Le reste, c'est inchangé. Par contre, on va partir du postulat que on a donc une tour du joueur A. Donc, c'est la tour du joueur A qu'on veut toucher. Hein. Elle doit avoir 100 PV normalement. Et par contre, la tour du joueur B, normalement, il est censé avoir... Ah oui, là, on teste les joueurs. Ouais, donc ça, je peux garder les joueurs A et les joueurs B. Ça, c'est OK. Et par contre, c'est au niveau du joueur B, on veut vérifier que ce soit le joueur B qui a qui a bien la référence du match. On n'est pas à l'abri d'avoir mis la référence du match que sur le joueur A. Donc on va le tester ça. Et donc on fait le test que... On fait le test ici. Que... bah, en fait c'est cet événement-là en fait. Donc, je le mets qu'une seule fois, parce que je sais pas combien de dégâts on fait déjà, je me souviens plus. Et imaginons, voilà, on veut à terme avoir 0 PV sur sur la tour du joueur A. Ok. Et on aurait une victoire du joueur B, cette fois-ci. Parce que ça, je l'ai pas testé. J'ai testé que le joueur A. Donc si j'ai mis un truc en dur, on va le voir tout de suite. Je lance mes tests. Pareil, j'y vais pas de manière incrémentale parce que je ne modifie pas... je modifie pas mon code pour le moment. Alors par contre là j'ai un truc qui va pas. J'ai un truc qui va pas. C'est où? Il me dit que l'entité joueur B n'est pas trouvée dans le repo. Pourtant là j'ai fait un événement. J'ai fait un événement ici. J'ai fait l'événement création de la tour. Attends. Est-ce que j'ai d'autres trucs qui... Ah oui, là j'ai dû faire de la merde. Donc c'est le 3e test. Oui, j'ai encore mis robot. En fait c'est ça. C'est quoi le message? Que je reprenne, hein. C'est le robot BID. Donc là, je me suis trompé. Je dois mettre robot B. Robot player B. C'est ça. C'est pas robot. Je dis des bêtises. C'est la tour. C'est la tour du joueur B que je dois mettre. Voilà. C'est la tour du joueur B que je dois mettre ici. Ok. Et donc là, on a un pépin, c'est que là, moi, je m'attends à ce qu'on ait un événement de victoire du joueur B. On l'a pas. Et je m'attends à ce qu'on ait au moins 0 PV, enfin, à ce qu'on ait 0 PV sur la tour A. Et c'est pas le cas. Actuellement, on a 95 points de vie. En fait, on a 95 PV sur la tour A. Donc, on va créer des événements en plus. Voilà, là, je suis obligé de mettre la sauce. Hein. C'est dommage que j'arrive pas à faire la boucle. Je voulais faire une boucle hein. Par rapport à ça, j'arrive pas à le faire. Enfin, une boucle et je fais une boucle plus rajout à cet endroit-là des éléments du tableau. Enfin, c'est une boucle plus comment on appelle ça, concat. Boucle concat. Là, j'ai pas réussi à faire ce que je veux. Mais j'ai pas envie de perdre du temps là-dessus parce que la dernière fois, je crois que j'ai perdu 1 heure. J'avais perdu 1 heure là-dessus, puis vu qu'aujourd'hui on développe que le matin jusqu'en début d'après-midi, j'ai pas envie de perdre trop de temps là-dessus. On le fera quand je m'autoriserai du temps. Parce que là on est un peu trop en mode refacto, redesign ces derniers temps, on rajoute très peu de mécanique de gameplay.
Ok, donc là on atteint les 0 PV. Et là j'ai tout qui passe. J'ai tout qui passe, j'ai l'événement de victoire du joueur B qui a été envoyé. Ça fait plaisir. Donc ça veut dire que mon hit system, en fait, il marche bien. Hein. Ce hit system-là, qui est un peu débile, hein, on chope, on veut s'assurer qu'on ait du hitable et de l'offensif de part et d'autre. D'ailleurs, je devrais peut-être mettre offensif d'abord. On met d'abord l'attaquant et le défenseur après. Ça me va bien. On se rend compte que... Oui. Le jeu est pas fini. La boucle, je vais te montrer ici. Tu vois, là, j'ai fait une vingtaine d'événements identiques. Parce que vu que la tour, elle fait que 5 PV, bah, si on a 2 tours l'une à côté de l'autre, si on veut qu'une tour défonce l'autre tour, en fait, on est à... comment dire bah, il faut la flinguer 20 fois, en fait. Faut la défoncer 20 fois, vu que ça fait que 5 PV. Défoncer 5 PV sur une tour qui a 100 PV, faut la flinguer, faut taper dessus 20 fois. Et moi, ce que j'avais essayé de faire la dernière fois, vendredi dernier ou lundi, je sais plus, j'avais essayé de faire une boucle pour dire je veux 20 fois cet événement, couplé à un concat, à une espèce de concat. En fait, c'était pas un concat que je voulais utiliser, c'était les 3 petits points là, je sais plus comment ça s'appelle. La notion de mettre les 3 petits points, je l'ai oublié parce que je reconnais pas les trucs par cœur. Mais ça allait pas. Ça marchait pas bien et j'avais... Ouais, le spread, c'est ça. Et ça a pas voulu le faire. Ça a pas marché parce qu'il fallait en plus fournir game et adapteur en parallèle. Enfin, c'est... Bref, c'est un enfer. J'ai lâché l'affaire parce que j'ai passé 1 heure dessus et j'y arrivais pas. Et franchement, passer 1 heure dessus pour avoir, oui, une boucle de dire que je fais ça 20 fois, si tu veux, pour le gameplay du jeu, pour les tests, pour tout ce que tu veux, c'est pas la mort de rester comme ça tel quel, en fait. Je me dis, c'est vraiment... j'ai expérimenté la refacto pendant 1 heure, j'y suis pas arrivé, donc il y a un moment... c'est pas grave. Je veux dire, à la limite, pour ceux qui veulent s'amuser, c'est con, faut que je pense à ouvrir le code source. Il faut que je pense à lui mettre un niveau de licence sur le code source pour le rendre open source, mais pas... j'ai pas envie de le rendre entièrement libre parce que j'ai pas envie que les mecs s'amusent à me piquer le jeu et avoir un deuxième business model par-dessus. Ça m'emmerde un peu. Ça m'emmerde un peu parce que je voudrais essayer de vivre de ce jeu. Après, je peux comprendre pour que les mecs qui sont aficionados de l'open source à mort, je peux comprendre que ça peut déranger, mais je veux dire, à un moment, on a quand même besoin de vivre. C'est comme les mecs qui font de la musique, tu vois. Tu peux faire de la musique en disant, t'as le droit d'écouter de la musique. Mais s'il te plaît, ne réutilise pas ma musique. Ne revends pas ma propre musique, s'il te plaît. Si je la fais gratuitement, ma musique, ou si je la vends moi, mais par contre, j'autorise n'importe qui à l'écouter gratuitement, enfin, tu vois, il y a tout ce système-là, en fait. C'est d'être juste. À la limite, à partir du moment où moi, je me fais assez de revenus, je peux dire au mec, bon, bah, si toi, tu veux te faire du revenu avec mon truc, vas-y, tu vois. Mais attends d'abord que moi, je vive de ça, tu vois. Ouais, enfin, même pour le calcium et les cailloux, c'est même pas je les mange, je les lèche. Tu sais, tu lèches des galets. Y a des électrolytes, tu vois. Ah, c'est compliqué. Hein. De toute façon, dès qu'on parle de thunes, c'est hyper compliqué. Moi, j'en parle avec joie. Le seul truc, c'est que je sais que la notion de l'argent est différente en fonction des gens, en fait. Donc, t'as des gens, par exemple, si tu dis que tu gagnes 5000 euros avec ton boulot, le mec, il va dire que t'es un reptilien, tu vois. Et t'as des mecs qui disent, tu vas dire, ouais, je gagne 1 million d'euros. Les mecs, ils font, ouais, bah, t'en gagnes pas assez, vas-y, prends-en plus, quoi. Tu vois, le système de valeur est différent, en fait, en fonction des gens. Donc, ça, après... Mais moi, je suis chaud pour en parler, j'aime bien. Je trouve ça sain de parler du business model du truc, parce que
je suis pas à l'abri de me tromper sur mon business model, tu vois. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que par exemple, là, si tout va bien avec mon futur client, je peux continuer à développer ce jeu pendant normalement avec le futur client, on est à 3-4 mois minimum de période d'essai, hein, grosso merdo. On essaie de voir si on va bosser ensemble et on va voir si on bosse bien. Et si ça se passe bien, grosso modo, ça continue sur du long terme, si tout va bien. Tant que tout ira bien, on continue sur du long terme avec lui. Donc, à moins que l'un ou l'autre fasse n'importe quoi, normalement, ça devrait bien se passer. Et donc, ça veut dire que là, à date, sur du long terme, comment? J'ai 2 jours par semaine. Là, sur du long terme, j'ai 2 jours par semaine de développement sur ce jeu ou un autre projet. Et donc, c'est cool. C'est cool de pouvoir se dire ça, en fait. Quand on survole la sidebar sur Twitch, elle s'étire au over maintenant. Je vois pas. Je regarderai, mais je vois pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce que je voulais faire maintenant? Il est quelle heure là? 11h? 11h, on va continuer jusqu'à midi au moins. Alors, le truc que je voulais faire, moi maintenant, c'était de dire ok, j'ai les conditions de victoire. Donc, je reviens sur mon système de gameplay. Oui, j'ai fait une pause YouTube il y a 1 heure. Il y a 1 heure et quart. À la limite, allez, je vais faire une vidéo courte. Allez, YouTube, c'est pour toi. Pour une fois, t'auras pas une vidéo de 2 heures. On arrête là et on reprend juste après. On va voir ce qu'on rajoute comme gameplay. Allez, des bisous.